Voilà. Donc bonsoir à toutes et tous. Donc aujourd'hui avec Escafandom Society, on est heureux de vous retrouver pour une table ronde sur le label ISR et ses acteurs. Donc l'objectif de ce soir, ça va être de répondre à la question pourquoi et comment orienter son épargne vers des investissements responsables. Et pour ça, du coup, nous avons 4 intervenants. Donc Arthur Simon de Goodvest, Luc Meunier, professeur à l'ESCA, Tianmin Polodna du Forum pour l'investissement responsable, Alix Roy d'Ecofi. Du coup, première question qu'on va vous poser. Et du coup, on animera bien entendu cette conférence avec Nora Elgari et Luc Aubert de l'association et du Pôle Event. Du coup, la première question qu'on va vous poser, c'est si vous pouviez vous présenter et la première personne qui souhaite se lancer. Qui se lance, c'est la question. Comme vous voulez, je vais commencer parce qu'il en faut un. Du coup, enchanté tout le monde, je m'appelle Arthur Simon, je suis conseiller en investissement financier chez Goodvest. Donc pour faire très simple, un Goodvest, on propose des solutions d'investissement alignées sur l'accord de Paris, par le biais notamment de produits et de fonds labellisés ISR. Voilà. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Alice Roux, je suis analyste ISR en ESG chez Ecofi, donc Ecofi qui est la société de gestion du crédit coopératif, qui vient à peu près 16 milliards. En tant qu'analyste ESG, je suis amenée à travailler sur des sujets assez variés. Pour aller rapidement, je suis surtout en charge des analyses ESG. Les entreprises en portefeuille, j'ai organisé des rencontres avec les sociétés qu'on a investies pour essayer de les accompagner, de les influencer, de les aider à améliorer leur pratique. Et je participe également au processus de labellisation. Tu ne m'entends pas Ouais, je sais pas pour les autres comment Pas c'est. très bien non plus, ouais. Ouais. On va enlever ton casque, mais va peut-être falloir que tu répètes ou ça va, vous avez quand même réussi à... Si. Vas-y, Luc, je te laisse enchaîner. Ok, allez. Donc Luc Meunier, je suis professeur de finance à l'ESCA à Aix-en-Provence. Et donc moi, je suis intéressé au niveau recherche par tout ce qui concerne le comportement des investisseurs et l'aspect un peu psychologie des investisseurs. Et donc ça m'a amené à faire des recherches qui alliaient psychologie et finance, voire même des fois mesures physiologiques et finance. Par exemple, en mesurant le taux d'hormones de participants à une expérience. Et ces dernières années, je me suis beaucoup intéressé à l'ISR parce qu'en fait, il y a beaucoup de freins psychologiques du côté des investisseurs particuliers, mais aussi des leviers psychologiques qu'on pourrait actionner pour leur permettre d'aller vers l'ISR. Et du coup, pour terminer, moi je suis Tianmin Polodna, je travaille au Forum pour l'investissement responsable. Donc on est une association multipartie prenante qui existe depuis 2001. Et notre unique objet social, c'est de promouvoir et développer l'investissement responsable et ses meilleures pratiques. Et donc nos membres, c'est des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs, des agences de notation, des syndicats, des ONG, des avocats, des chercheurs, donc c'est assez varié. Et on réalise notre objet social à travers plusieurs cibles qui sont les pouvoirs publics. On prend des positions sur des textes de loi, sur la réforme du label ISR, par exemple. On s'adresse aux entreprises, on fait de l'engagement actionnarial, donc on essaye de les faire bouger à travers notre engagement en tant qu'investisseur. On s'adresse à la recherche académique aussi, on veut promouvoir la recherche académique sur le sujet. Et puis on a une partie du travail sur le grand public aussi, donc développer l'épargne responsable, notamment à travers la semaine de la finance responsable. Okay. Super, merci pour cette courte présentation. J'ai oublié de le préciser aussi en introduction, mais du coup, à l'issue de cet échange, il y aura une session de Q&A. Donc, pendant tout l'événement, pendant tout l'échange, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat et on y répondra à la fin ou pendant si ça s'y prête. Du coup, la première question véritable, ça va être, qui va s'adresser à Luc, ça va être qu'est-ce que l'investissement socialement responsable, si on pouvait nous donner une définition? Alors, en fait, l'investissement socialement responsable,
C'est un terme un peu parapluie, c'est un terme très large, ça regroupe beaucoup de réalités différentes. Le point commun, c'est qu'il y a l'idée d'inclure des critères non financiers dans la décision d'investissement. Et donc, ces critères non financiers, souvent, c'est des critères aujourd'hui environnementaux, sociaux et de gouvernance. Après, sans revenir trop sur l'historique de l'ISR, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. On peut faire remonter ça aux religions qui souvent avaient des interdits. Donc, par exemple, le christianisme au Moyen Âge, il y avait des interdits sur le prêt d'argent, l'usure. Donc voilà, c'est quelque chose qui date pas d'hier. Ça évolue au fil du temps. Et les interdits ont changé au fil du temps. Par exemple, à un moment, c'était des interdits sur aux US, interdiction d'investir dans l'esclavage. Au moment de l'apartheid en Afrique du Sud, certains fonds s'interdisaient d'investir en Afrique du Sud, justement. Donc voilà, ça a évolué au fil du temps, mais c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Et donc, historiquement, c'était surtout basé sur une stratégie d'exclusion, avec exclusion des industries qu'on appelait du péché, qu'on appelle aujourd'hui toujours du péché, donc typiquement armement, alcool, tabac, etc. Qui sont toujours des industries qui sont exclues de beaucoup de fonds ISR. Et environ un quart des fonds socialement responsables continuent à pratiquer une stratégie d'exclusion. Ça reste quelque chose d'assez commun. Une deuxième stratégie, c'est de prendre en compte les critères ESG, comme on le disait. Il y a environ 40% des fonds qui font ça. Et donc, prendre en compte une sorte de note ESG en plus de la performance financière et du risque financier. Et enfin, il y a une dernière stratégie dont Mine vous parlera sûrement mieux que moi. C'est celle de l'engagement actionnarial. Donc, avec l'idée de voter lors des assemblées générales des entreprises pour les pousser à adopter un comportement plus vertueux. Donc, on peut avoir, par exemple, des actions Total et voter pour que Total soit moins polluant. Donc, bon, je prends un petit peu de temps sur ce point-là, mais c'est important. Juste pour tout mettre bien en lien entre ESG, ISR, RSE, développement durable, voilà, c'est des termes en fait qui sont connectés. Donc l'idée en fait, c'est que les investisseurs, sur la base de critères ESG, investissent dans des investissements socialement responsables en dirigeant leur argent vers des entreprises qui ont plus de responsabilités sociales. Celles-ci vont du coup être poussées à faire preuve de plus de responsabilités sociales, ce qui devrait entraîner un développement plus durable. Donc voilà l'idée globale de l'ISR. Je ne sais pas si Alix, tu veux compléter peut-être? Ici, moi, je te rejoins sur pas mal des points que tu as déjà abordés. Il n'y a pas vraiment de définition de place, de définition commune de l'ISR, puisque c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Après, celle qui est souvent reprise sur la place, j'ai l'impression, c'est quand même celle de l'AFG et du FIR, justement. Alors moi, je ne l'ai pas forcément en tête. Je trouve que ce qu'il y a de plus parlant pour vous expliquer un peu ce qu'est l'ISR, c'est les approches, les stratégies d'investissement vraiment opérationnelles qui sont mises en place par les acteurs et dont Luc vient de parler. Donc évidemment, celle qui a été, enfin la plus ancienne et celle qui est assez largement pratiquée, c'est l'exclusion sectorielle. Donc nous, par exemple, chez Ecofi, on a fait le choix de enfin, souvent les exclusions assez classiques dont Luc a parlé, c'est effectivement le tabac, l'armement, les jeux d'argent. Nous, chez Ecofi, on a étendu ces exclusions. Donc, aujourd'hui, par exemple, on exclut également, les pesticides, on exclut, le secteur du pétrole en partie. Il y a des seuils à chaque fois pour les différents types d'exclusion. On a également fait le choix d'exclure, pardon, les entreprises les plus controversées, exemple, Volkswagen, par exemple. Et on exclut également, des entreprises dont le siège social se situe, dans des paradis fiscaux. Voilà, en parallèle, il y a d'autres, types d'approches, donc qui intègrent des critères ESG comme Luc l'a dit.
Les 2 assez connus, c'est l'approche best in class et l'approche, best in universe. Ça peut être un peu technique, je vais essayer d'être assez rapide et assez pédagogue sur ce point. Mais alors l'approche best in class, l'idée c'est de classer des entreprises, par secteur. Donc en fait, par exemple, on va prendre le secteur des énergies fossiles et selon leurs, pratiques, leurs politiques, environnementales par exemple, selon leur profil ESG, on va les classer et on va faire notre fonds à partir de ces différents, classements. Donc par exemple, on va prendre la meilleure entreprise du secteur des énergies fossiles, ça va être Total. La meilleure, entreprise du secteur de l'agroalimentaire, ça va être Danone et ainsi de suite et donc c'est comme ça qu'on va faire notre fonds. Ça, c'est une stratégie qui est un peu critiquée parce qu'elle inclut tous les secteurs. Nous, chez Ecofi, on a une autre stratégie qui est le Best in Universe. Et en fait, la différence, c'est qu'il y a pas de classement par secteur. Toutes les sociétés sont, dans un même, enfin, sont notées les unes par rapport aux autres sans forcément, enfin, choisir de les séquencer par secteur. Donc nous, c'est une approche qu'on trouvait, un petit peu plus juste. Et au-delà de ça, on a d'autres types, d'approches. On a, l'approche thématique, donc on a certains fonds, où on va, décider de sélectionner que des entreprises qui répondent, à une thématique. Donc ça peut être par exemple, la thématique des déchets, la thématique de la biodiversité, une thématique en rapport avec, le bien-être des salariés. Donc, il y a tout un tas de thématiques, comme ça qu'on peut retrouver. Et la dernière approche, ça va être une approche plutôt d'impact. Donc, jusqu'à maintenant, avec les notations ESG, ce qu'on essaie de faire, c'est de limiter, les externalités, négatives des entreprises. Là, avec l'approche, à impact, on va plutôt essayer de maximiser les externalités positives des entreprises. Donc essayer d'évaluer leurs contributions positives et sélectionner des entreprises en fonction de cette contribution. Et nous, par exemple, chez Ecofi, on investit beaucoup dans le solidaire, donc dans des entreprises, ESUS qui ont une forte utilité sociale. Mais ça peut être aussi, par exemple, des entreprises cotées qui vont développer des produits, des technologies qui, par exemple, permettent de séquestrer le carbone ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Super, merci. Ça définit très très bien du coup, ce qu'est l'ISR. On va pouvoir du coup passer à la deuxième question qui s'adressera à Arthur Simon dans un premier temps, puis également à l'X3. Comment investir dans un fonds ISR? Aujourd'hui, je suis un particulier, je souhaite investir dans un fonds qui est labellisé ISR. Comment je m'y prends? Bah alors déjà, tout simplement, vous avez déjà plusieurs produits d'investissement, plusieurs solutions d'investissement. Déjà, on peut passer dans un premier temps par le PEA, donc le plan épargne action. Ensuite, vous avez aussi le PER, vous avez l'assurance vie, vous avez les comptes titres ordinaires, mais vous pouvez aussi investir directement via un broker. Donc en fait, vous avez plusieurs, en fait, c'est les fiscalités qui vont bouger entre chaque produit. Ça va être en fonction de vos besoins. Ça veut dire si vous avez des besoins qui sont spécifiques, peut-être aller sur un produit spécifique qui correspondra bien à vos besoins, tout en investissant du coup sur du label ISR. Voilà, donc en vrai, c'est assez simple, hein, puisque il y a ces produits principalement, donc c'est les produits basiques en finance. Bon, il faut savoir que, par exemple, nous, Goodvest, on passe par plusieurs sociétés de gestion, notamment qui sont assez pionnières, hein, dans tout ce milieu-là. Donc, pour en citer quelques-unes, on va parler de Sycomore. On peut aussi parler de Mirova, qui est un peu la branche ISR de Natixis. Mais aussi, et bien sûr, moi, c'est mon petit préféré, ça reste la société de gestion Pictet, qui reste une société de gestion qui montre de très belles performances et surtout une équipe de gestion qui est reconnue sur la place et qui a fait de très belles performances, notamment dans les années fin 2020-2021, là où vraiment on a eu des belles performances, notamment sur le milieu et le secteur thématique, hein, en général. Donc voilà, je fais un petit topo rapide. Je ne sais pas si Alix, peut-être toi, tu veux rajouter quelques points ou... Mais je te rejoins sur ta réponse. C'est des contrats enfin, c'est des fonds auxquels on a accès via notre banque, via notre assurance, via des mutuelles. Et en tant que particulier, on peut se rapprocher d'un conseiller financier qui va essayer qui, a priori, avec l'évolution de la réglementation, va essayer de s'intéresser un peu plus à nos préférences en matière de durabilité. Ils vont notamment essayer, enfin, de plus en plus faire remplir des questionnaires aux consommateurs pour essayer d'identifier quelle est leur sensibilité pour leur proposer des produits adaptés.
Et après, tu as beaucoup parlé des particuliers, c'est aussi, des produits qui s'adressent, aux institutionnels, aux professionnels dans le cadre de fonds, un peu enfin souvent, fermés. Voilà. Bien sûr, ouais, je parle pas de on peut aussi parler de contrat de capi, et cetera, enfin, contrat de capitalisation, pardon. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'assurance vie pour, les personnes morales. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça, mais c'est un peu l'idée. Mais oui, totalement, je te rejoins totalement. C'est pas que les particuliers, tout le monde, en fait, peut investir, même personne physique, personne morale. Il y a pas de blocage par rapport à ça. Voilà, moi, je pense que j'ai tout dit de mon côté. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ouais. Bah, après, la question est quand même assez simple et assez rapide, en soi. Bien sûr. Bah, merci beaucoup donc, pour ces réponses. Maintenant, on va passer plus sur le côté définition, si ça vous convient. Est-ce que ce serait possible pour toi, Céline, de définir qu'est-ce que le label ISR, du coup? Ouais, alors du coup, c'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait au départ, mais c'est vrai que on reste sur de la finance de marché, et donc c'est censé être la finance est censée financer l'économie réelle. Et c'est vrai que le développement de l'ISR, notamment en France, c'est beaucoup fait par les investisseurs institutionnels. Donc pour simplifier un peu le terme, c'est surtout les assureurs, les caisses de retraite, les mutuelles, etc. Donc finalement, en fait, ça nous paraît être des grands investisseurs, mais les bénéficiaires finaux de tout ça, c'est les assurés, les retraités, etc. Donc effectivement, on a parlé de comment est-ce qu'on pourrait investir dans l'ISR, mais toute personne qui va avoir une retraite, une assurance vie ou de l'épargne salariale, par exemple, quand vous travaillerez dans des entreprises, vous pourrez être amené à avoir des investissements dans des fonds ISR. La logique qui est liée au label ISR, c'est que en fait, il y a eu un développement très fort de l'ISR, notamment en France. On est un pays qui est assez pionnier dans le domaine, notamment dans les années 2010, après la crise de 2008 qui a été assez violente, où on a eu besoin pour les grands investisseurs de faire de l'ISR pour en fait, minimiser les risques, éviter les grosses casseroles. Et puis après, on a eu quand même cette montée en puissance de la conscience collective, du développement durable, de la RSE, etc. Et notamment après la COP21, où on a vraiment mis sur le devant de la scène l'urgence climatique. Et donc, face en fait à ce développement très fort de l'investissement responsable qui partait un peu dans tous les sens et qui ne donnait pas forcément des signaux très clairs au grand public, on a décidé, en fait, globalement, la place de Paris a décidé, et le gouvernement a décidé de développer ce label ISR pour donner en fait un signal référence au grand public. Donc ça c'est vraiment important de le noter, c'est qu'on est quand même sur une profession qui est très professionnelle, donc orientée vers les grands comptes, les professionnels, mais le label ISR, c'est vraiment au départ quelque chose qui est orienté vers le grand public. Et donc l'idée derrière ce label, c'est comme en fait le label bio ou voilà, toutes sortes de labels qui peuvent exister dans la consommation, c'est de donner un signal clair aux épargnants. Et en fait, il y a donc un référentiel qui a été construit autour de ce label pour donner en fait des garanties qu'un fonds qui a le label ISR, en fait, si vous investissez votre argent dans un fonds qui est labellisé ISR, vous avez une garantie que certains processus ont été mis en place dans la construction et la gestion responsable du fonds. Donc, par exemple, il va y avoir la garantie que tout l'univers d'investissement est analysé d'un point de vue ESG, que cet univers d'investissement a été au moins réduit de 20% en enlevant les plus mauvaises valeurs. Et après, il y a plein de piliers, en fait, il y a plein de critères qui sont mis en place, comme en fait, il faut qu'il y ait un regard, il faut qu'il y ait une évaluation équilibrée entre les piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il faut qu'il y ait un regard sur les droits humains. Il faut qu'il y ait une amélioration de la note ESG du portefeuille par rapport à un indice de référence. Donc, en fait, le label ISR, c'est vraiment il y a quelque chose de très important à noter sur ce label, c'est que c'est un label qui est un label de process et qui n'est pas un label de contenu. Donc en fait, quand vous avez un fonds qui est labellisé, ça vous garantit que la méthodologie de gestion ISR est là et qu'elle est bien faite. Par contre, ça ne vous garantit pas ce qu'il y a dans votre fonds. Donc ça ne vous garantit pas que vous n'allez pas avoir des entreprises qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. Et donc ça, c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui, on va sûrement en reparler, mais on parle beaucoup de greenwashing en ce moment. Il y a un vrai sujet là-dessus. Alix en a parlé. Alix a parlé du best in class,
qui est en fait une méthodologie de gestion qui exclut aucun secteur, qui est en fait de facto très développée en France. C'est comme ça que l'ISR s'est beaucoup développé en France. Et donc aujourd'hui, on a une majorité de fonds best in class en France. Et donc, ce qui fait que la majorité des fonds labellisés aujourd'hui sont des fonds ISR, sont des fonds best in class, et que donc on peut avoir des énergies fossiles dans le label ISR. Mais ce qui est vraiment important, je pense, là-dedans, c'est de comprendre que le label ISR, il garantit des processus et il ne garantit pas un contenu. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'est un label qui est soutenu par le gouvernement. Vous avez un comité du label qui est derrière, qui assure la gouvernance de ce label, qui assure qu'il évolue dans le bon sens. C'est d'ailleurs lui qui est en ce moment en train de travailler sur une réforme du cahier des charges, du référentiel. Vous avez des auditeurs. Donc, en fait, il y a des auditeurs externes qui sont habilités à attribuer ce label. Donc, une société de gestion qui veut se faire labelliser des fonds, elle fait appel à un auditeur. Aujourd'hui, il y en a 3 sur le label ISR. Donc, c'est l'AFNOR, EY France et Deloitte. Et donc, voilà, donc l'AFNOR, c'est un organisme de certification, et puis EY et Deloitte, c'est les cabinets de conseil que vous connaissez sûrement. Et donc, eux, ils sont habilités à attribuer ce label-là. Et le label est attribué pour une période de 3 ans. Ça, c'est important. Et chaque année, il y a un audit de revue du label pour vérifier en fait que le fonds répond toujours aux attentes du label. Et voilà, c'est des conditions pour que le label soit maintenu. Voilà un peu sur le processus de fonctionnement. Et puis, surtout, il faut savoir qu'en ce moment, il y a une réforme du référentiel du label qui est en cours, parce que en fait, on est vraiment, enfin, si on fait un propos plus général, on est vraiment à un moment très important pour l'investissement responsable, où on a beaucoup d'accusations de greenwashing, où on a besoin d'aller vers plus d'impact. Enfin, il y a plein de gros enjeux en ce moment. Et le label sous sa forme actuelle, c'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, dans le label, il n'y a aucune exclusion qui est obligatoire. Un fonds très exigeant a le même label qu'un fonds qui est beaucoup moins exigeant. Donc c'est vrai que ça manque, il y a un gros manque de clarté, notamment si je prends un épargnant qui va regarder un fonds labellisé ISR, il peut très bien tomber sur un fonds hyper exigeant qui va vraiment chercher de l'impact, qui va essayer d'avoir de l'impact, ou un fonds monétaire en fait qui va avoir un impact extra-financier assez léger. Donc voilà, de manière générale, on est vraiment sur un moment très important où on a besoin de nous, en tout cas, c'est notre position au FIR, d'aller vers beaucoup plus d'impact, d'être beaucoup plus exigeant sur ce label ISR. Ok, très bien. Est-ce que Alix, tu as quelque chose à compléter là-dessus ou pas forcément? J'ai l'impression que Mine a été quand même assez complet. Je trouve aussi. Est-ce que tu pourrais compléter sur la partie, par exemple, quels sont les besoins auxquels répond ce label ISR? Est-ce que tu aurais des informations complémentaires? Moi, Mine a déjà un peu répondu aussi sur cet aspect-là. J'avoue que j'ai pas forcément grand-chose à ajouter. Ok, très bien. Et en revanche, je peux te poser la question de comment s'obtient le label ISR en tant qu'Ecofil. Comment est-ce qu'il, lui, il a obtenu ce label ISR? Qui peut être labellisé et par qui? Comment ça s'est passé son côté? Moi, du coup, je peux vous résumer un petit peu les étapes de labellisation d'un fonds ISR. Donc déjà, dans un premier temps, on envoie un dossier, une forme de candidature à un organisme externe indépendant. Donc, Mine les a cités, il y a l'AFNOR, EY, Deloitte. Et dans un premier temps, ils vont vérifier que le fonds remplit bien les critères d'éligibilité au label ISR. Une fois que cette étape elle est passée et que le dossier a été validé, il y a une phase d'audit pour vérifier cette fois-ci que le fonds respecte bien l'ensemble des critères des 6 piliers, des 6 thèmes définis par le cahier des charges du label. Donc c'est des piliers qui portent sur la méthodologie, sur la prise en compte des critères ESG dans la construction du portefeuille, sur la politique d'engagement aussi, sur des questions de transparence, de suivi et de mesure. Et donc, il va y avoir un audit à la fois sur des critères quantitatifs et qualitatifs. Donc Mine en a cité quelques-uns, mais par exemple, les auditeurs vont s'assurer qu'on a bien 20% d'exclusion, ou alors que notre fonds a bien une meilleure notation ESG que l'indice de référence. On va s'assurer que notre fonds intègre bien 2 indicateurs de
surperformance, pardon, au fond. Donc, le premier qui doit couvrir à peu près 90% et le deuxième 70%. Et puis, on va vérifier que la part des émetteurs analysés est bien de 90%. Donc voilà, pour s'assurer que ces critères sont bien respectés, nous, en tant que société de gestion, on va envoyer un certain nombre de documents. Donc, il y a une liste longue comme un jour sans pain, le DICI, le prospectus, un questionnaire à remplir pour évaluer les changements qui ont été effectués sur le processus ISR. Il faut envoyer aussi tous les documents qui sont liés donc, à notre politique d'engagement, tout ce qui est en lien avec les reportings d'impact qu'on a sur le fonds. Voilà, donc c'est une liste assez complète de documents qui permettent de comprendre un peu, comment est géré le fonds, quelle est la philosophie, du processus ISR, toutes ces choses-là qui vont être en fait évaluées par l'auditeur et donc, à l'issue de cette, évaluation, on va rencontrer les auditeurs donc, heu, les qui rencontrent à la fois les équipes ISR, mais aussi les gérants des fonds pour essayer de comprendre un peu leur style de gestion, qui rencontrent la conformité, le responsable de contrôle, mais aussi, ceux qui enfin le personnel en charge de la commercialisation de ces fonds et donc, on leur explique notre processus ISR, on leur explique les mises à jour qui ont été mis en place. Eux, ils vont nous poser des questions sur, certaines incohérences, ils vont demander des précisions sur certaines parties qui sont pas assez claires dans la documentation, et à l'issue de cette phase d'audit et de cette rencontre, ils vont nous soumettre un rapport d'audit dans lequel ils ont identifié un certain nombre de non-conformités, et donc nous, en tant que société de gestion, on a, si c'est une non-conformité majeure, on a, 3 mois pour la résoudre et si elle est un peu moins importante, on a jusqu'à 6 mois. Une fois que tout ça c'est fait, on peut procéder, à la labellisation du fonds. Donc comme l'a dit Mine, c'est une labellisation pour 3 ans, en sachant qu'il y a des points d'étape, de suivi intermédiaire chaque année. Heu, donc voilà, récemment, nous, on a été audités sur, certains fonds, qui n'étaient pas arrivés à échéance, mais ils ont fait un contrôle pour s'assurer qu'on respectait bien toujours notre processus, qu'on était toujours conforme au label ISR. Et heu et on a également effectué des renouvellements parce que les fonds étaient le contrat était arrivé, à son terme, donc à l'issue de ces 3 ans et voilà et une fois que c'est fait, on retrouve la liste de tous les fonds, labellisés sur le site du label ISR, il me semble et l'information est transmise au ministère des Finances. OK, bah, parfait. Merci beaucoup pour, cette explication. Je pense qu'on va passer à la partie suivante, à moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose sur, cette partie. Non? Alors juste avant de passer à la partie suivante, Alix parlait du prospectus. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des personnes présentes ce soir, savent de quoi s'agit un prospectus. Si on pouvait redéfinir ce qu'est un prospectus? Un prospectus, c'est un peu la définition, de toutes les modalités du fonds, donc les objectifs du fonds, le processus, ISR qui est suivi. C'est un peu, la définition entre guillemets du fonds, donc on retrouve tous les aspects réglementaires liés à ce fonds dans ce document et si vous avez une interrogation sur un fonds dans lequel vous avez investi, vous pouvez aller consulter le prospectus qui transmet toutes les informations relatives, à ce fonds. Je ne sais pas si je suis assez claire? C'est un document assez long, pas toujours très agréable à lire. Voilà. Merci. Je sais pas si vous voulez compléter? Je pense que c'est complet. Si c'est bon, du coup, on va passer à la suite. Maintenant qu'on a défini ce qui est un peu le label ISR, on va voir l'ISR et l'investissement. Et avec une première question qui peut paraître un peu surprenante, mais qui, je pense, beaucoup de personnes se posent. Est-ce que c'est aussi rentable qu'un investissement classique? Est-ce qu'on peut commencer avec Arthur? Avec plaisir. Donc, bah, déjà, il faut aussi penser par rapport à la gestion. C'est-à-dire que chaque gestion va être différente. Donc déjà, en dehors même du label ISR ou pas, il n'y a pas de, quand on dit un investissement classique, c'est un investissement avec des gestions différentes. Donc, dans tous les cas, dès le début, il y a déjà des différenciations. Donc en fait, c'est pas parce qu'on est sur un investissement classique qu'on va forcément faire de la rentabilité et vice-versa avec le label ISR. C'est même justement, on investit quand même dans des secteurs d'avenir. Par exemple, moi, je prends le cas de Goodvest.
Nous, en fait, on prend le label ISR et on met encore des filtres dessus, donc des filtres d'exclusion sectorielle. Donc, on retire extraction, production d'énergie fossile, armes, tabac, divertissement pour adultes, entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. Et ensuite, après, on fait aussi des analyses des données extra-financières par rapport à l'empreinte carbone. Donc, ici, l'idée, c'est de faire comprendre aux gens qu'on peut totalement investir de façon durable et de façon vertueuse, tout en allant chercher de la performance, puisqu'on investit aussi sur des secteurs qui sont des secteurs d'avenir et dont les flux d'investisseurs vont petit à petit se diriger vers ces secteurs, puisque c'est vraiment des besoins qui vont arriver. Par exemple, nous, on fait des thématiques, on a plusieurs thématiques d'investissement que nos clients peuvent choisir. Donc, ça peut être, par exemple, une thématique d'innovation technologique. L'innovation technologique, on est quand même sur un secteur qui a tendance à être très dynamique et qui a tendance à dégager certains rendements qui peuvent être très intéressants. Et pourtant, on est quand même sur de l'investissement qui peut être comptabilisé comme ISR. Pareil, si je prends une autre thématique, on peut aussi parler de l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, actuellement, commence à être un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, peut-être pas forcément, nous, on ne s'en rend pas forcément compte à certains niveaux, peut-être en France, parce que nous, on a une bonne situation par rapport à ça, mais d'ici quelques années, ça va être un vrai sujet, même pour les pays qu'on considère, excusez-moi, comme riches. Hein. C'était les termes qu'on utilisait à l'école. Donc voilà, et il faut aussi savoir qu'actuellement, dites-vous qu'environ le patrimoine d'épargne des Français au total, ça représente environ 5 milliards d'euros. De ces 5 milliards d'euros, dites-vous qu'il y a 5 à 10% qui sont investis sur les labels ISR. Donc dites-vous, c'est-à-dire que si on comprend un peu le principe de la finance, c'est-à-dire qu'il y a encore un potentiel d'arrivée de nouveaux flux et du coup de monter des cours des marchés des entreprises sur les secteurs d'avenir. Donc là aussi, c'est aussi tout l'intérêt. Tout l'intérêt, on va se dire, OK, j'investis vert, mais j'investis aussi dans un market timing qui est intéressant, puisqu'on est encore au début réellement de tout ce que peut nous donner les labels ISR et tous les placements, j'ai envie de vous dire, un peu vertueux. Donc, mais il faut juste penser en termes d'investissement. Je pense vraiment que c'est vraiment le mot qu'il faut différencier avec, par exemple, avec peut-être la spéculation. La spéculation, on va vraiment regarder principalement le cours, le graphique, etc. L'investissement, on va vraiment regarder l'entreprise dans son entièreté, que ce soit sa santé financière, que ce soit sa gouvernance. Et ici, l'intérêt, c'est de se dire, bon, ben voilà, je crois en cette entreprise, je sais encore qu'il y a encore des flux qui peuvent arriver encore sur ces secteurs. Ben, c'est un market timing qui est très intéressant pour investir à ce moment-là. Donc, en fait, dites-vous, l'idée, c'est de se dire, OK, j'arrive sur un secteur qui est en essor, on le sait, d'ailleurs, c'est générationnel. Hein. Moi, depuis que je suis jeune, on parle d'écologie, d'environnement, des points de vue sociaux, etc. Donc, pour vous dire un peu l'idée, nous, nos clients, en général, c'est des jeunes actifs, ça va être des jeunes actifs, des jeunes parents. Donc, c'est beaucoup à ce type de personnes que ça parle. Et en fait, plus on va avancer dans les générations et plus ça va être la norme, en fait. Les investissements vertueux, labellisés, alors ISR, ça peut être Greenfin, ça peut être Finansol, enfin bref, il y en a plein. Voilà, je pense que j'ai fait un petit topo. Maintenant, si on a qui veulent rajouter. Compléter avec Luc ou avec Tianmin ou Alex. Peut-être simplement, moi j'avais juste envie je te rejoins hein, complètement. Et en fait, la recherche académique s'est beaucoup intéressée à ça et à comparer en moyenne la performance de fonds ISR avec des fonds classiques. Et donc il y a beaucoup d'études qui ont fait ça, donc aux US, en Europe, etc., etc. Et ensuite, il y a des chercheurs qui ont fait des méta-analyses, donc qui ont regroupé toutes ces études ensemble encore. Et en fait, à chaque fois, ce qui ressort de ces méta-analyses, c'est qu'il n'y a pas de différence de performance, en fait. Ni mieux, ni pire. C'est performance identique, quoi, entre fonds ISR et fonds conventionnels. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a eu, et il y a encore des études là-dessus, même si ça a été montré vraiment à de nombreuses reprises, parce qu'en fait, il y a un préjugé derrière qui a la vie dure, qui est que pour faire le bien, il faut payer quelque chose, quoi. Et en fait, donc là-dessus, on a fait des sondages et on se rend compte que 80% des Anglais et des Américains pensent que l'ISR a des performances moindres, quand bien même la recherche montre le contraire, quoi. Donc c'est un préjugé qui a la vie dure, quoi.
Ouais, Moi, pour... complètement, je rejoins, je me permets de prendre la parole, je rejoins Luc. En fait, c'est vrai que nous, dans la profession, c'est un peu quelque chose qu'on a, enfin, qui aujourd'hui est un peu mis de côté pour nous, cette question de la performance, non pas parce que c'est pas un sujet, mais c'est qu'il y a beaucoup de recherche qui a été faite sur le sujet. C'est vrai que de manière générale, hein, que ce soit côté entreprise ou investisseur, il y a beaucoup de préjugés sur le fait que quand on fait du développement durable, quand on fait de l'éthique, on va avoir une performance moindre. Et donc, c'est pour ça que à partir du moment où l'investissement responsable s'est développé, il y a eu beaucoup de recherches faites sur le sujet. Et donc, Luc en a parlé, mais il y a des études qui ont montré que ça sous-performait, d'autres qui ont montré que ça surperformait, d'autres montré qu'il n'y avait pas de différence. Et donc, les études qui ont été faites sur ces études montrent qu'en fait, il n'y a pas de corrélation. Et là, je rejoins Arthur sur le fait que en fait, un fonds, il est bien géré s'il a un bon gérant. Et donc, ce n'est pas une question de finances classiques ou de finances de finances responsables. C'est que si on a un bon gérant qui choisit bien ses valeurs, normalement, on est censé avoir des performances. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce préjugé-là qui est très fort, hein, que ce soit dans les entreprises, chez les investisseurs, chez les conseillers financiers aussi, qui ont ce préjugé assez fort-là, notamment les conseillers en gestion de patrimoine, voilà, qui sont souvent en train de parler que de perf, et puis à qui l'ISR avant, ça les faisait doucement rigoler. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de régulation et il y a beaucoup plus d'appétence de la part des clients, donc ils se retrouvent à devoir en parler. Mais oui, il y a encore toujours pas mal de pédagogie et puis d'éducation à faire sur le sujet. Mais voilà, nous, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne traite plus, en fait. Ça dépend vraiment de la qualité de la gestion. Enfin, voilà, c'est comme la finance qu'on pourrait qualifier de classique. Moi, Je pour... me permets, Ah, pardon. Non, vas-y, Simon, vas-y. Non, vas-y, merci beaucoup. Du coup, non, mais je rebondis encore sur la question des gestions. Comme tu disais, tu peux avoir un mauvais fonds labellisé ISR et comme un mauvais fonds qui est classique, hein. C'est pour ça, je voulais juste rajouter ce point parce que moi, je reste sur Pictet parce que, bon, comme vous avez compris, moi, j'adore cette société de gestion. Ils sont vraiment top dans leur gestion et ils sont reconnus même par-delà même les labels. Ça veut dire que leur équipe de gestion, là, actuellement, l'équipe de gestion de Pictet, elle est partie, malheureusement, pour créer sa propre société. Mais en fait, il y a aussi des sociétés en fait, qui sont plus représentées par rapport à cette performance et qui n'ont pas de rapport avec le label, tout simplement. Moi, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit. Effectivement, il n'y a pas vraiment de consensus sur la performance ou la non-performance des fonds ISR par rapport aux fonds classiques. Après, moi, ce qui m'a été enseigné, c'est quand je faisais de la gestion, c'est les théories de Markowitz qui expliquent que plus tu réduis ton univers d'investissement, moins tu as de probabilité de faire de la perf. Et en fait, c'est une théorie qui marche, qui peut marcher, mais la différence avec l'ISR, c'est que tu réduis pas ton univers d'investissement n'importe comment, c'est des choix qui sont faits selon des critères. Et ces critères, selon nous, en tant que société de gestion qui a une forte conviction ISR, qui peuvent à terme avoir un impact négatif sur la performance et la rentabilité de la société. Donc on a vu pas mal d'études qui montraient que les sociétés mal notées d'un point de vue ESG avaient des niveaux de volatilité plus élevés et des profils de risque plus élevés. Et on a même vu assez récemment qu'en fait, il y avait des controverses assez importantes d'un point de vue ESG qui avaient un impact important sur la performance de l'entreprise, comme ça a été le cas avec Orpea ou par exemple Téléperformance. Donc nous, on a cette conviction qu'en prenant en compte certains critères sur du long terme, éventuellement, on pourrait même réussir à avoir une performance plus importante que celle de fonds classiques. Même si on a retrouvé du Orpea dans la plupart des fonds labellisés ISR, c'est un autre sujet. L'article du Monde, il a bien aidé aussi, hein. Oui. Ok, top. Alors maintenant, on a une autre question qui a été partiellement répondue, mais je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de compléter avec quelque chose d'autre. Quels sont les avantages d'investir dans un fonds labellisé ISR? Arthur, si vous avez envie de compléter avec d'autres éléments. Ok, bon, après, on a un peu répondu d'une certaine manière, un peu avec toutes les réponses qu'on a données. Les avantages, comme je vous l'ai dit, c'est aussi des market timing.
C'est-à-dire que là, actuellement, on est sur des market timing, sur les labels, sur les secteurs un peu responsables, qui sont très intéressants. Donc, il y a déjà cette idée de performance qui est là en termes d'investissement. Je parle d'investissement, du coup, quelque chose qui peut être un peu plus vu sur du long terme. Bien sûr, l'avantage, c'est là, il y a aussi de la transparence. Ça veut dire qu'on a quand même un peu plus de transparence sur les produits et sur les entreprises dans lesquelles on investit, puisqu'on sait qu'il y a un processus derrière, comme l'a dit Mine tout à l'heure. Il y a tout un processus de gestion qui est appliqué. Donc, on sait, c'est-à-dire qu'on est au courant de comment ça fonctionne à l'intérieur. Et c'est un peu le problème du coup des investissements classiques. C'est leur opacité, justement. C'est la composition qui est un peu plus compliquée. Souvent, les acteurs ont un peu de mal aussi à donner toutes les informations relatives. Donc voilà. Puis, il y a aussi l'avantage, tout simplement, c'est d'être en cohésion avec ses valeurs. C'est-à-dire investir et se dire, ça me correspond. Et ça correspond à ma vie et comment je fais les choses. C'est-à-dire à côté, si vous recyclez, imaginez, vous recyclez, vous êtes quelqu'un qui recycle énormément, vous faites beaucoup de vélo, vous utilisez très peu la voiture, etc. Je prends l'exemple parce qu'on est à Paris, hein, donc on peut se permettre. Mais si après on va en campagne, c'est vrai que le vélo, ça peut être long. Mais l'idée aussi, c'est que voilà, vous faites tous ces efforts dans votre vie et à côté, vous avez votre épargne qui coûte, pour vous donner une petite idée, il y a une étude de l'Oxfam qui avait été faite par rapport à une épargne d'environ 25 000 euros. Ça représente environ 11 tonnes de CO2, donc je dis bien de CO2 équivalent, parce que quand on parle de CO2, il y a plusieurs gaz qui n'ont pas la même teneur à l'intérieur de gaz à effet de serre, c'est pour ça qu'on parle de CO2 équivalent. Donc pour vous dire, c'est 11 tonnes de CO2 équivalent par an. Juste l'épargne, juste de laisser son argent sur son livret. C'est quand même dingue parce qu'on se dit qu'il n'y a même pas forcément de l'investissement et pour autant, cet argent, il a déjà un impact. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, puisque je vis comme ça dans la vie, pourquoi je ne ferais pas la même chose avec mon épargne? Voilà, tout simplement. Moi, pour compléter, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je suis passée rapidement sur les critères imposés aux fonds labellisés ISR. Il y a 2 critères, donc 2 impacts que le fonds labellisé ISR doit, pour lequel il doit avoir une meilleure performance que l'indice auquel l'univers auquel il se compare. Et nous, par exemple, chez Ecofi, pour le premier, le deuxième, on ne l'a pas encore, on est en train d'y réfléchir. Le premier critère, c'est l'intensité carbone. Et donc, pour tous nos fonds labellisés ISR, ces fonds doivent avoir une meilleure intensité carbone que leur univers. Et donc, c'est déjà un début d'exigence supplémentaire par rapport aux fonds ISR classiques qui n'ont pas forcément cette obligation-là. Voilà. Ouais, moi, je vais peut-être assombrir un peu le tableau, mais là, vous avez la chance d'avoir 2 acteurs qui sont assez engagés. Donc, Ecofi a des exclusions, est assez exigeant sur ses process et Goodvest dans ses sélections des fonds est assez exigeant aussi. Mais si on revient vraiment je pense que c'est important de faire la distinction entre ISR, finance responsable, et le label ISR. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Je pense que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Mais si on considère aujourd'hui ce qu'est le label ISR, je dirais que c'est pas encore du tout assez exigeant. Et c'est pour ça que Goodvest remet des filtres derrière sa sélection de base de fonds labellisés ISR. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, typiquement dans un fonds labellisé ISR, vous n'êtes pas obligé d'avoir des exclusions sectorielles aujourd'hui, par exemple. Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore, si on parle vraiment du label en tant que tel, on n'est pas encore au point. C'est pas du tout suffisant. C'est pas du tout en accord avec les attentes des épargnants et les attentes sociétales, les attentes des jeunes, les attentes des citoyens aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce label il évolue et qu'il évolue dans le bon sens. Par contre, voilà, le fait que Ecofi existe et que Goodvest puisse quand même fournir distribuer des fonds qui sont exigeants, c'est qu'il y a des sociétés de gestion qui font bien le travail. Mais typiquement, aujourd'hui, des sociétés de gestion qui font bien le travail et des sociétés de gestion qui font sur certains fonds ou de manière générale un peu moins bien le travail, elles ont le même label. Donc ça peut être problématique pour la cible finale, encore, je le rappelle, qui est l'épargnant, qui est l'épargnant en fait. Donc ça peut être n'importe qui d'entre nous. Donc là, il y a quand même une vigilance à avoir là-dessus et c'est pour ça qu'il faut qu'il évolue dans le bon sens, ce label. Je me permets juste de rebondir un petit coup, justement, parce que c'est pertinent tout ce que tu dis, Mine.
Par exemple, nous dans notre analyse, sur 1000 fonds labellisés ISR qui ont été analysés, ceux qui respectent nos critères, donc le premier, ça va être l'exclusion sectorielle avec les secteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi l'analyse de l'empreinte carbone avec les 3 scopes. Donc là, pour vous dire, sur 1000 fonds, on en a 20. C'est quand même costaud. C'est-à-dire qu'en fait, on est censé quand même être sur des fonds qui sont déjà vertueux, donc qui ont déjà une conscience vertueuse en tout cas. Comme le dit Mine, ce n'est pas la composition, mais c'est vraiment le processus de gestion qu'on parle ici. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, puisque nous, on a juste… Là, je parle quand je dis qu'on n'a plus que 20, c'est juste sur le premier filtre. Hein. C'est juste sur l'exclusion sectorielle. Je ne compte même pas le deuxième filtre qui va être l'analyse de l'empreinte carbone. Donc, comme le dit Mine, il y a vraiment un gros travail, puisqu'en fait, les labels actuellement sont insuffisants. Et le problème, c'est aussi une recherche, aussi la demande aussi qui joue, parce qu'il y a aussi une recherche dans la tête des gens, comme on le disait tout à l'heure, dans la tête des gens, performance égale investir sur du pétrolier, investir sur des armes dans les situations de guerre. La logique de l'investissement, elle y est, mais le problème, c'est la valeur d'investissement. Est-ce que vous êtes OK pour vous dire, OK, je vais mettre de l'argent chez Dassault, et après, derrière, ils vont vendre des Rafales à l'Égypte, qui ensuite va vouloir peut-être faire la guerre à un autre pays. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Oui, on peut, on recherche de la performance et on peut la trouver avec les labels ISR, etc. Mais il faut aussi bien regarder les différents fonds qui sont censés être labellisés ISR, justement. Comme je vous dis, déjà, de la gestion, elle peut être différente, mais aussi de la composition. Des fonds se retrouvent avec des labels ISR, avec en première position. Donc, l'entreprise la plus représentée dans le fonds, c'est Total Energy. Ça le fait pas trop. Quand on sait qu'ils ont construit, il y a 2 mois de ça, ils sont sur un projet de pipeline chauffé à travers toute l'Afrique pour apporter du pétrole en Europe. Ça a été dénoncé par l'Union européenne, mais c'est toujours pareil, c'est pas un caractère obligatoire. Mais justement, là, on voit déjà petit à petit que les États, même les institutions supranationales commencent, pour l'instant, ils dénoncent. C'est toujours pareil, on y va tranquille. On ne va pas non plus trop les brusquer, les grands groupes. Donc là, on dénonce, mais peut-être d'ici quelques années, ça va être des amendes peut-être financières. Il va y avoir peut-être des vrais points et des vraies entailles à toutes ces entreprises. Et c'est pour ça que je rebondis aussi sur la question qu'on avait eue avant. Est-ce rentable ? Ça peut être aussi intéressant dans ce point-là, puisque certaines entreprises, elles vont être obligées de faire la transition écologique. Ça va leur coûter de l'argent et ça va influer énormément sur leur santé économique et leur bilan. Et c'est quand même des choses qu'on regarde énormément quand on investit dans une entreprise. Enfin, si on veut être un peu consciencieux et qu'on parle d'investissement, je reprécise à chaque fois investissement, etc. Mais c'est vraiment l'idée. Donc voilà, je voulais rajouter un petit point. Je pense que j'ai tout dit. Oui, est-ce qu'il y a d'autres éléments à apporter à cette question? Non. Eh bien, écoutez, on va passer à la suivante. On a vu que les investissements ISR, labellisés ISR sont aussi rentables qu'un classique, vous avez présenté les avantages. Maintenant, la question, c'est quels sont les freins à investir dans l'ISR? On peut peut-être commencer avec Luc. Oui, les freins, en fait, il y en a plusieurs. Et là, je vais parler surtout des investisseurs particuliers, puisque les investisseurs institutionnels, on le voit là autour de la table ronde, c'est eux qui ont eu tendance historiquement à pousser l'investissement socialement responsable. Et là, il nous manque le levier d'entraînement des investisseurs particuliers. Et donc, à ce niveau-là, il y a plusieurs freins. Déjà, le premier frein, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui laissent dormir leur épargne sur un compte courant ou sur un livret, au mieux. Donc ça, c'est un premier frein, ils s'en occupent pas en clair. Il y a un deuxième frein qui est que beaucoup d'investisseurs particuliers ne sont pas conscients que la décision d'investir a un aspect éthique, en fait. Ils ne s'en rendent pas compte. Donc déjà, faut qu'ils le réalisent pour ensuite s'en préoccuper. Et ensuite, faut qu'ils développent une attitude informée vis-à-vis de l'investissement socialement responsable. Et donc, on a parlé des préjugés, donc notamment celui relatif à la performance, mais il y en a d'autres. Par exemple, 90% des Américains et des Anglais pensent que les investisseurs institutionnels n'investissent pas dans l'ISR.
Donc forcément, vous imaginez, si vous êtes investisseur particulier et que vous vous dites, bah, oula, même les professionnels, ils y vont pas, pourquoi est-ce que vous iriez, quoi? Il y en a aussi 80% qui pensent que l'ISR a moins de 5 ans. Donc, à nouveau, vous voyez, ça se complète un peu. Alors, les professionnels n'y vont pas, c'est inférieur. Et il y en a 75% qui pensent que les frais de gestion sont supérieurs. Et à nouveau, c'est pas le cas en moyenne. Donc, vous voyez, si vous mettez tous ces préjugés bout à bout, on peut comprendre que les gens qui pensent ça n'y aillent pas, quoi. Donc, je pense que, voilà, ça, c'est un gros frein, quoi, tous ces préjugés. Et il y a certainement un travail de communication, d'éducation financière à faire, quoi, là-dessus. Et après, bien sûr, il y a un dernier frein. Parfois, même les gens les plus convaincus n'agissent pas en fonction de leurs convictions. Et ça, on peut penser, par exemple, au cas du régime. Hein, on est tous convaincus qu'on a quelques kilos à perdre, mais de là à aller faire le régime, voilà. Donc voilà, il y a tous ces freins. Et alors après, la solution qu'on a commencé à envisager au niveau de la recherche, et on en a déjà discuté avec Mine, ça pourrait être des nudges, donc des interventions qui poussent les individus dans une direction sans rien interdire. Et donc, une de ces interventions qui pourrait être particulièrement efficace, c'est de faire en sorte que l'investissement socialement responsable soit l'investissement par défaut. Dans le sens où on vous propose un investissement quand vous allez à votre banque ou dans votre livret d'épargne salariale. Et cet investissement est par défaut un investissement socialement responsable. Si vous n'en voulez pas, vous avez le droit de changer. Mais si ça vous va, ma foi, vous avez investi en investissement socialement responsable. Et donc, pour la petite histoire, c'est ce que l'ESCA fait avec l'épargne salariale. Par défaut, c'est dans de l'ISR. Donc voilà, voilà les freins et voilà peut-être une des solutions possibles. Ouais. Tiens, est-ce que tu as envie aussi d'apporter ta Ouais. réponse? Ouais, alors il faut savoir que nous, au FIR, on fait un sondage annuel depuis 2010 avec l'IFOP, qui s'appelle les Français et la finance responsable, en fait, où on sonde en fait la notoriété de l'investissement responsable auprès des Français, notamment ceux qui ont de l'épargne. Et il y a plusieurs résultats qui sont assez parlants. C'est qu'on a une question qui est quelle importance est-ce que vous accordez à l'impact environnemental et social de vos décisions de placement? Et à cette question, on a 60% des Français qui disent que c'est important pour eux. Donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a quand même une demande latente qui est assez importante. Et après, à la question, est-ce que vous avez déjà investi dans l'ISR ou est-ce qu'on vous a déjà proposé de l'ISR, on est plutôt sur des chiffres entre 3 et 5%, ce qui fait qu'en fait, il y a un énorme décalage entre la demande qui existe, en fait. Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment une vraie demande là-dessus, et puis la réalisation de la commercialisation de l'ISR. Sachant qu'aujourd'hui, si vous allez dans une banque, n'importe laquelle, il n'y a aucune banque qui ne peut pas vous proposer des fonds ISR. Parce qu'en fait, derrière toutes les banques, aujourd'hui, vous avez des sociétés de gestion. Il n'y a aucune société de gestion qui ne fait plus de l'ISR aujourd'hui, quasiment. Si vous allez dans les grands réseaux de distribution, ils peuvent tous vous proposer des fonds ISR. Il y a vraiment une offre qui est assez pléthorique, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais voilà, dans les faits, il n'y a pas assez de distribution auprès des investisseurs particuliers, en fait. Pour nous, il y a plusieurs choses. C'est que, pour nous, le principal frein, il y a une autre question qu'on pose dans ce sondage, c'est pour vous, quel est le principal interlocuteur pour vous parler d'investissement responsable? Et très largement, à plus de 60%, ça reste le conseiller financier. Donc, il y a plusieurs éléments. Il y a cette demande latente, le fait qu'il n'y ait pas de commercialisation et le fait que le conseiller financier reste le principal interlocuteur. Donc, nous, ce qu'on considère, c'est qu'en fait, il y a un gros problème du côté du conseiller financier qui, pour nous, n'est pas assez formé. En fait, il n'est pas assez formé. Il y a plusieurs choses. Hein. La relation entre l'épargnant et le conseiller financier a pu être dégradée, notamment après des crises comme 2008, où voilà,
on a quand même une relation qui s'est dégradée parce qu'avant, le conseiller financier, c'est ce qu'on disait, c'est que moi, je suis trop jeune pour ça, mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est que normalement, le conseiller financier, il est censé mieux vous connaître que votre femme ou votre mari, parce qu'en fait, les questions d'argent, voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a c'est les enfants, c'est la retraite, c'est l'assurance vie, etc. Et aujourd'hui, cette relation, elle s'est beaucoup dégradée. Et après, il y a aussi une question des choses qu'on a évoquées avant, c'est-à-dire structurellement, qu'est-ce que l'investissement responsable en France? Il y a beaucoup de best in class, en fait. Donc, si vous vous rappelez bien, c'est les fonds qui n'excluent pas de secteur et qui donc sont des fonds dans lesquels on peut retrouver des entreprises qui ne nous plaisent pas forcément. Donc, ça peut être du tabac, ça peut être de l'armement, ça peut être du fossile. Et donc, si vous avez un conseiller financier qui n'est pas formé à expliquer pourquoi est-ce que c'est le best in class et qu'il a en face de lui un épargnant qui lui dit mais je suis censé avoir investi dans un fonds responsable et il y a des choses qui ne me plaisent pas dedans et qui ne sait pas comment y répondre, et du coup, le résultat, c'est qu'il n'a plus envie d'en proposer, il n'a plus envie d'en parler. Et donc, il y a un vrai sujet de formation là-dessus, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Et puis après, effectivement, il y a un manque ça, c'est peut-être quelque chose qui est particulier à la France aussi, c'est qu'il y a un manque d'éducation financière en France. Les gens ne savent pas ce que c'est une action, une obligation, ils ne savent pas que leur argent, il ne dort pas, ils ne savent pas que leur argent, il est censé être investi dans l'économie réelle, ils ne savent pas ce qui se passe sur les marchés financiers. En fait, il y a beaucoup d'opacité, ça a été dit, il y a beaucoup de défiance vis-à-vis du secteur financier. Donc, il y a vraiment il y a quelque chose à reconstruire, en fait. Et nous, on considère que la finance responsable, c'est quelque chose qui peut permettre de reconstruire cette relation-là, si elle est bien faite, bien sûr. Mais voilà, il y a beaucoup de freins aujourd'hui. Et puis, les freins qui peuvent potentiellement arriver, c'est justement en fait, le greenwashing. C'est que là, il y a de plus en plus d'affaires qui sortent. Donc, on pourra sûrement en parler dans les questions-réponses. Mais si vous avez suivi un peu les actualités, il y a eu beaucoup de choses récemment qui remettent en cause la finance responsable. Et voilà, nous, on est tous des acteurs qui travaillons dans ce domaine-là. Et là, il y a un vrai risque en fait, pour toute la profession qui serait de décrédibiliser quelque chose qu'on considère essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire que les acteurs financiers jouent un rôle dans la transformation de l'économie, la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique. Donc, si on ne veut pas que cette défiance elle soit encore plus importante qu'elle ne l'est déjà, effectivement, il faut que les acteurs se mobilisent et avance plus vite. Si je peux me permettre de rajouter aussi un point, il y a aussi le fait que même si on sait dans quelle entreprise, si on regarde un peu la composition d'un fonds labellisé ISR, on sait à peu près, donc on peut voir à peu près dans quelle entreprise on investit, mais on se rend pas compte. Enfin, je pense que les épargnants ne se rendent pas compte aussi du vrai impact de cet investissement. Nous, ce qu'on a fait avec Goodvest, par exemple, quand vous avez votre espace personnel, vous avez un onglet impact. En fait, vous pouvez voir en fait la trajectoire d'investissement de votre contrat, donc toujours par rapport à l'alignement de l'accord de Paris. Vous pouvez voir aussi les CO2 économisés. Donc, en fait, il y a aussi toutes ces données qui manquent aussi quand on propose ces labels ISR. Bon, je ne dis pas Goodvest, on le fait, waouh. C'est juste que ça nous semblerait presque logique que si on investit dans un fonds qui a quand même pour idée d'être durable, d'être vertueux, etc., il faut aussi qu'on puisse voir aussi l'impact grâce à notre épargne qui va sur ce fonds. C'est aussi ça, c'est justement, les gens cherchent les deux. Les gens cherchent le placement pour la performance, mais ils cherchent aussi d'apporter un peu de durabilité à leur épargne. Il faudrait aussi qu'on leur donne les données relatives à ça, quand ils investissent. C'est ça qui serait intéressant aussi. Voilà. Et bien super, on va passer à la suite. On est un peu short en timing, donc je pense que là, il faudra faire des réponses plus concises. Mathéo, je ne sais plus. Ouais. Du coup, là, très rapidement, Luc dans un premier temps, puis Arthur pour compléter s'il y a des choses à ajouter, mais vraiment très rapidement, quelle est la contribution des fintech au domaine de l'ISR aujourd'hui? Alors, les fintechs sont assez présentes sur le domaine de l'ISR, notamment parce que c'est un domaine qui est assez marqué par de nouvelles régulations. Et donc, du coup, les fintechs s'engouffrent dans la brèche. Et donc, je peux par exemple parler du cas d'Odonatech, qui est une startup que j'ai contribué à créer, qui existe depuis maintenant 3 ans et qui fait entre autres du profilage investisseur. Et donc, dès le début, avant même que la régulation le demande, elle inclut dans ce profilage investisseur les préférences ESG, donc pour pouvoir ensuite mieux conseiller le client. Et donc, tout à l'heure, on parlait notamment dans les obstacles à
à l'investissement socialement responsable du manque de connaissances. Bah, typiquement, cette startup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle inclut dans ses communications ce qu'elle appelle des boosts, qui sont en fait des petits nudges informationnels pour mieux informer les clients sur qu'est-ce que c'est l'ISR, pourquoi ça peut être une bonne idée d'investir dedans, vu les préférences de ce client, etc. Donc, comme l'ISR est un domaine très dynamique, les fintechs ont clairement un rôle à jouer dedans. Ok, bah Luc, depuis tout à l'heure, de toute façon, c'est pertinent, donc pas de souci, c'est top. Donc, sur le fond, tu as totalement raison. Nous, on se considère comme une fintech, Goodvest, par rapport à ça. Et en fait, nous, on trouve vraiment ceci par rapport à l'accessibilité, c'est-à-dire qu'en fait, on rend l'investissement ISR beaucoup plus simple. Vous pouvez faire une simulation en 15 minutes et 15 minutes après, vous avez un contrat d'assurance vie. C'est aussi ça l'intérêt des fintechs, c'est rendre beaucoup plus accessible tous ces fonds, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut investir via assurance vie, PEA, PER, on peut investir via plein de choses. Mais l'idée aussi, c'est de l'accompagner, d'éduquer aussi l'épargnant. C'est parce que c'est aussi ça qu'on parlait aussi tout à l'heure, et je pense que Mine voulait aussi dire ça avec le conseiller d'investir, avec un conseiller. C'est aussi le côté pédagogue que peut rajouter le conseiller. Et ici, en fait, le but, c'est que la technologie essaie d'une partie, ou alors commence à préparer justement cet accompagnement. Voilà. J'ai essayé de faire court pour ne pas prendre plus de temps. Tu me diras, Mathéo, si c'est bon. Non, c'est tout bon, merci. Du coup, je laisse la parole à Luc Aubert. Donc, dernière petite question avant de passer sur la partie Q&A. Quelle est l'évolution du label ISR dans le futur? Et aussi, si vous pouvez parler rapidement s'il existe d'autres labels que le label ISR pour la finance. Peut-être Alix pour commencer à répondre à la question. Tu veux commencer, ouais. Sur l'évolution du label, j'avoue que moi, je n'ai pas tous les détails en tête. J'ai le sentiment que ce qui est prévu, c'est un label un peu plus tiroir, un peu plus escalier, je sais pas comment, avec plusieurs niveaux d'intensité, qui communiqueraient éventuellement un petit peu plus avec d'autres labels comme le label Greenfin et le label Finansol. Voilà, nous, chez Ecofi, on est assez partisans de l'exclusion, donc on aurait bien voulu un petit peu plus d'exclusion. Là, je ne sais pas actuellement ce qu'il en est. Mais voilà, étant donné que c'est quand même l'un des labels les plus importants en Europe et que c'est aussi l'un des seuls qui exclut aucun secteur, nous, on a des attentes à ce niveau-là. Et voilà. Ouais, peut-être je peux prendre la parole rapidement, mais en fait, il y a une tendance à la labellisation en Europe. Donc, le label ISR était un des premiers. On a aussi le label Greenfin qui est plutôt sur les fonds verts, qui lui, par exemple, exclut le nucléaire, ce qui est assez intéressant pour la France. Mais on a aussi des labels en Autriche, au Luxembourg, en Allemagne. Il y a un label en Belgique. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance à la labellisation, mais ça répond vraiment aux besoins de clarification pour l'épargnant. Donc en ce moment, peut-être pour le contexte, mais il y a des travaux qui sont en train d'être menés sur l'évolution du label ISR. Donc il y a des travaux qui sont menés sur comment est-ce qu'on intègre des exclusions sectorielles dans ce label, comment est-ce qu'on intègre mieux le climat, les scénarios de transition, comment est-ce qu'on intègre la gestion des controverses. Donc les controverses, c'est tout ce que vous avez pu entendre sur Orpea, sur les projets de pipeline de Total, les procès qu'il peut y avoir dans plein d'entreprises, des sujets de déforestation actuellement chez Carrefour ou chez Michelin. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes là-dessus. Nous, on considère vraiment qu'il faut qu'il augmente, qu'il soit beaucoup plus exigeant parce qu'il faut que ce soit plus clair pour les épargnants. Ce pourquoi on milite, c'est un label en fait à gradation. En fait, c'est un label où on aurait un label 1 étoile, un label 2 étoiles, un label 3 étoiles, et pour lequel ce serait de l'exigeant au très exigeant, ce qui donnerait plus de clarté pour les épargnants. Après, c'est vrai que
On ne sait pas trop ce qu'il va y avoir. On a de l'espoir sur les exclusions, mais on n'est pas sûr. Notamment, il y a un vrai sujet sur la définition de l'exclusion du fossile, notamment non conventionnel. Ce qui serait quand même un minimum, hein, ce serait bien d'exclure le pétrole de schiste, les forages en Arctique, tout ce qui est non conventionnel. En fait, ce serait vraiment un minimum du minimum. Les ONG militent pour une exclusion totale des énergies fossiles. Voilà, c'est des vrais sujets de discussion parce qu'il y a toujours un sujet entre exclure totalement des secteurs, continuer d'être dedans pour essayer de modifier le secteur. Enfin, mais en tout cas, voilà, c'est clair que le label aujourd'hui, il doit vraiment évoluer pour être plus en phase avec les attentes des citoyens et puis pour mieux répondre en fait aux grands enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. Ok. Plus rien à compléter. Mais C'est tout bon. peut-être un mot. Donc, pour rebondir sur ce que Alix et Mine disaient, en Europe, il y a déjà un label qui est à gradation comme ça, FNG SIG, avec plusieurs étoiles. Donc, je ne savais pas que le label ISR se dirigeait vers ça, donc c'est intéressant, ouais. Alors, sur l'évolution du label, je pense que un des gros défis auxquels fait face l'investissement socialement responsable, c'est que, comme on l'a vu, il n'y a pas de définition claire. C'est-à-dire que ce qui est socialement responsable pour moi n'est peut-être pas ce qui est socialement responsable pour vous. Par exemple, Mine parlait de l'exclusion du nucléaire. Peut-être que certains vont dire ah non, non, il faut exclure le nucléaire, mais que moi, je serais plutôt en faveur du nucléaire. Et donc, finalement, comme ce qui est socialement responsable est différent pour chaque personne, c'est très difficile de coller un label qui conviendra à tout le monde. Et ça, je pense que c'est un gros défi auquel va devoir répondre l'investissement socialement responsable dans sa globalité. Parce que certains vont dire, bah oui, Total, c'est horrible. D'autres vont dire, bah oui, mais ils font des efforts. Voilà. Donc, c'est un gros défi auquel va devoir répondre le ISR. Et je ne sais pas si les labels pourront évoluer pour y faire face. Je me permets juste de rebondir un point. Ce qui est intéressant aussi, et c'est même pas que le label ISR, hein, c'est vraiment la pluralité des labels. Justement, c'est ça aussi qui permet de répondre à un besoin, ou alors mon ISR à moi ne sera pas le même ISR que le tien, par exemple, Luc. Donc l'idée aussi, c'est, je sais pas si pour moi, il est important de faire évoluer le label ISR en lui-même, mais c'est aussi de faire évoluer un peu tous les labels en même temps et que ça évolue en même temps, quoi, tout simplement. Hein, que cette évolution des labels, par exemple, on parlait de l'exclusion sectorielle, d'autres labels le font. On parlait tout à l'heure de Greenfin, qui le fait avec le nucléaire, très bien. Mais maintenant, il faudrait qu'on ait un peu des labels qui, avec des exclusions de secteurs, mais différents. Chaque label aurait sa spécialité. Enfin, moi, personnellement, je suis un peu plus pour cette idée. Maintenant, voilà. Ça pourrait répondre du coup aux besoins de cibler des individus différents, peut-être, ouais. Ce label-là, c'est anti-nucléaire, celui-ci, c'est pro-nucléaire, mais anti-alcool, voilà. Ça pourrait être intéressant, ouais. Ça pourrait être une solution. Ok, super. Alors, si vous êtes bon, on va passer aux sessions de questions-réponses. Ceux qui sont présents, vous pouvez ouvrir le micro ou poser la question dans le chat. En attendant, on a déjà des questions qui avaient été posées au préalable dans les formulaires d'inscription. Donc, je vais commencer par une question. Par exemple, alors il y en avait une, c'était comment différencier l'entreprise qui souhaite réellement s'investir pour la cause environnementale et l'entreprise qui va le faire simplement pour avoir des accréditations, des labels qui nous permettront d'être considérés comme une entreprise responsable vis-à-vis des engagements écologiques et sociétaux que nous connaissons. Allez-y, si quelqu'un... Tu veux en parler, Alix, ou sinon je peux... Je te laisse commencer, si tu Ouais, veux. en fait, en France, on est réputé pour être assez avancé sur les questions de responsabilité pour différentes raisons. Hein. C'est que surtout, on a une loi qui fait que les entreprises sont obligées
faire beaucoup de reporting, de communiquer beaucoup d'informations sur ce qu'elles font, sur l'environnement, sur le social, etc. Ce qui fait qu'elles communiquent beaucoup, elles se retrouvent assez bien notées chez plein d'agences de notation, etc. Donc, on peut considérer que c'est un vrai enjeu structurel pour elles. C'est aussi un enjeu marketing, de réputation, pour attraper des nouveaux clients, pour mieux vendre, etc. L'actualité montre que y a plein d'entreprises qui font du greenwashing. Nous, ce qu'on pense, c'est que cette notation et cette évaluation qui est faite à partir des communications de l'entreprise, elle est bien, mais elle n'est pas du tout suffisante. Et nous, notamment, c'est ce qu'on fait beaucoup à travers nos activités d'engagement actionnarial. En fait, c'est qu'il faut prendre en compte toutes les parties prenantes en fait, au sein d'une entreprise. Il ne faut pas avoir seulement le son de cloche de l'entreprise. Il faut aussi avoir le son de cloche des syndicats qui, eux, vont avoir les retours en interne des salariés. Il faut aussi avoir le son de cloche des autres parties prenantes. Donc, que ce soit l'État, les collectivités, les différentes associations qui tournent autour des entreprises. Il faut aussi avoir, très important, l'avis des ONG, en fait, qui sont sur le terrain, qui vont pas être là pour seulement vendre la soupe de l'entreprise. On peut pas, voilà, chaque entreprise fait toujours de la communication et donc arrondit toujours les choses. Si on les entend, si on les écoute, c'est toujours tout est beau, tout est parfait. C'est pour ça que c'est très important d'avoir, en fait, pour nous, c'est ça la responsabilité et la vie de l'entreprise, c'est de ne pas avoir seulement une entreprise, mais c'est de regarder tout ce qu'il y a autour. C'est l'impact qu'elle a sur son environnement, c'est l'impact qu'elle a sur ses salariés, comment est-ce qu'elle traite ses salariés, comment elle gère ses relations avec ses parties prenantes, que ce soit la fiscalité locale, ses employés dans des pays en voie de développement, ses employés en France. Donc en fait, c'est très important de tout regarder, d'essayer de pouvoir avoir accès à tout. Et c'est là qu'on peut se faire une idée plus ou moins précise de vraiment ce qui se passe. Et si peut-être un cas vraiment concret, c'est que par exemple, vous avez dû entendre parler de ce qui s'est passé avec Orpea, donc qui est une entreprise qui gère des maisons de retraite en fait, et qui était très bien notée par toutes les agences de notation extra-financière, qui était très présente dans tous les fonds ISR, parce que le secteur des maisons de retraite, c'est un secteur qui a un impact positif, c'est la gestion des personnes âgées, c'est la gestion de la fin de vie, c'est quelque chose qui a un impact qui est plutôt positif de s'occuper de ces personnes-là. Par contre, si on avait écouté les syndicats qui nous disaient qu'en fait, ça faisait très longtemps que le dialogue était rompu entre les organisations syndicales et la direction de l'entreprise, on aurait pu voir des signaux faibles qui disaient qu'en fait, il y avait un vrai problème déjà au sein de l'entreprise. Et donc voilà, c'est pour ça que nous, on considère que c'est important d'avoir d'autres voies qu'uniquement celle de l'entreprise et pas se fier uniquement à sa communication qui est tout le temps assez parfaite en fait. Ouais, moi je suis assez d'accord sur ce qui vient d'être dit. Pour compléter un peu, en fait, c'est un peu le problème majeur de la finance responsable, c'est la fiabilité de la donnée. C'est vrai que les entreprises, notamment les grosses entreprises, sont capables de reporter sur une batterie de données et avoir des scores ESG excellents parce qu'en fait, ils ont des services entiers dédiés à ce travail de données. Et donc nous, en tant qu'analyste ESG, quand on analyse une entreprise, on va regarder toutes ces données. Ce qu'on fait nous chez Ecofi quand même, c'est qu'on essaye de regarder plutôt les indicateurs de résultats, donc des données concrètes sur quelle est par exemple l'empreinte carbone de telle entreprise, quel est le ratio, le turnover dans telle entreprise, qui sont quand même des indicateurs, des signaux de l'état d'une entreprise. Après, c'est un peu le même son de cloche que ce qui a été dit, mais le problème avec ces données, c'est que typiquement, là, il y a pas longtemps, Greenpeace, c'est avéré ou pas, a sorti quand même un rapport sur le bilan de carbone de Total qui aurait été largement sous-estimé. Téléperformance, une entreprise qui s'est retrouvée il y a pas longtemps également au cœur d'un scandale assez important, a des notes, de très bonnes notes, sur sur les enjeux sociaux, et pourtant, il y a pas mal de soucis avec les salariés, de choses qui sont remontées au niveau des syndicats, de violations des droits de l'homme, et cetera. Donc en fait, cette donnée, effectivement, elle n'est pas suffisante. Nous, on a une approche assez transversale où on essaye de
d'interroger justement les parties prenantes, donc effectivement les ONG, les salariés, de rencontrer les équipes dirigeantes. Et tout ça, ça nous donne un meilleur sentiment sur l'entreprise. C'est la valeur ajoutée des asset managers, c'est le qualitatif. Et voilà, et c'est vrai que sur Orpea et même sur tes performances, il y avait plein de signaux faibles. Il y avait les syndicats, il y avait déjà des reportages qui étaient sortis zone interdite, il me semble, sur Orpea. Donc il y avait déjà ces signaux, on aurait pu anticiper, on aurait pu le sentir. Et du coup, chez nous, en tout cas, chez Ecofi, on a ce parti pris d'une part de vraiment aller interroger toutes les parties prenantes et en même temps aussi de se concentrer sur les controverses qu'il peut y avoir autour d'une entreprise parce que c'est ce qui est finalement un peu plus parlant que les données simplement reportées. Et au-delà de ça, c'est vrai que la donnée, c'est un vrai problème, pardon. Donc pour répondre un peu à cette disparité aussi, parce que c'est pas des données qui sont, enfin, ces données sont difficilement comparables d'une entreprise à l'autre parce qu'il y a des méthodologies qui sont pas les mêmes en fonction des entreprises. L'Union européenne essaye de travailler sur une harmonisation de cette donnée. Donc, il y a un certain nombre de réglementations qui sont sorties récemment et qui sont en train de sortir difficilement, mais sûrement, pour essayer d'amener plus de comparaisons, plus d'harmonie dans les données qui sont reportées. J'en profite aussi pour rebondir. Nous, on le voit bien parce qu'on travaille en fait avec Carbone 4 Finance, donc peut-être les invités ici doivent connaître. En fait, quand ils vont chercher les données relatives aux entreprises par rapport à ces données qui sont extra-financières, ils vont aussi regarder par rapport au scope. Donc, je sais pas, bon, peut-être qu'ici vous connaissez les scopes, mais peut-être pas tout le monde. Donc le scope, en fait, c'est des indicateurs de gaz à effet de serre à différents niveaux de l'entreprise. Mais si on regarde vraiment, et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a 3 scopes. Donc, sur les 3, il y a le premier scope, donc en fait, ça va être la liste des émissions de gaz à effet de serre direct lors de la chaîne de production. Et le scope 2, ça va être la même chose, mais pour tout ce qui est indirect. Donc, on va être plutôt sur l'énergie utilisée, que ce soit l'électricité, le chauffage, l'eau, etc. Dites-vous que ça, c'est des données qui sont publiques. Ça veut dire que vous pouvez les retrouver dans les rapports annuels des entreprises. Le problème, c'est le scope 3. Et quand on s'intéresse vraiment en fait à cette analyse des scopes, on regarde en fait que la majorité de l'empreinte carbone des entreprises se situe dans le scope 3, mais qui n'ont pas d'obligation de le diffuser. Le scope 3, pour vous expliquer, pour vous faire un peu je vais passer par un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Prenons un constructeur automobile. Le scope 3, en fait, il va vouloir analyser l'empreinte carbone du fournisseur de l'armature de la voiture, mais aussi l'empreinte carbone de la personne qui va mettre de l'essence dans sa voiture. Donc, en fait, c'est tout le long du cycle de vie du produit. Et ça, si on s'y intéresse, en fait, ça représente environ, on a constaté du coup avec Carbone 4 Finance, c'était presque 90% de l'empreinte carbone. Donc, il y a encore des moyens pour les grandes entreprises un peu de se cacher. Le problème étant, c'est que de plus en plus, et moi j'ai foi en ça, c'est que les États de plus en plus tapent du poing sur la table et vont être obligés de forcer toutes ces entreprises soit à assumer. Au moins, en fait, ce que j'aimerais rechercher aussi, c'est d'assumer les choses. Qui ne veulent pas le faire, très bien, mais il faut les assumer derrière. Ou alors, du coup, ils vont avoir la pression de devoir le faire parce qu'il y aura une pression générationnelle, il y aura une pression sociale qui viendra se mettre sur eux et peut-être que ça les poussera à faire de la transition écologique. Mais bon, de passer de Total à Total Énergie, voilà. La base quand même du chiffre d'affaires de Total, on n'est pas sur de l'énergie verte et sympathique quand même. Donc voilà. Super, merci du coup pour la réponse à cette vos réponses du coup à cette première question. Une deuxième question qui nous avait été posée pareil dans le formulaire d'inscription, c'est l'ISR s'est-elle développée rapidement en raison de contraintes légales, réglementation, plutôt qu'en raison d'un éveil responsable collectif? Quelqu'un souhaite y répondre en premier? Non, bah historiquement, ouais, il y a eu un développement vraiment de la part des grands investisseurs, donc les assureurs, etc. Ça je parle du cas de la France, hein, où vraiment ça s'est développé parce qu'on avait besoin d'éviter les principaux risques, en fait, de mieux maîtriser les risques et donc d'investir dans des entreprises qui ont a priori un impact moins important. Donc ça s'est vraiment développé. Après, ça s'est développé parce qu'il y a une régulation en France
qui a vraiment explosé sur le fait de donner plus d'informations sur les entreprises aux investisseurs pour qu'ils puissent mieux prendre leurs décisions. Donc, ça a développé de facto l'investissement responsable, vu qu'ils avaient plus de données sur le développement durable, sur la RSE. Et puis, non, je dirais qu'il y a vraiment des facteurs. Un événement vraiment déclencheur dans le monde, c'est la COP21. C'est le moment où l'urgence climatique a vraiment été mise sur le devant de la scène, où on s'est dit qu'il y avait vraiment une urgence, et que donc là, ça a poussé au développement de la finance verte et de manière générale à la finance responsable. Et je pense que voilà, il y a vraiment une tendance générationnelle qui est que il y a des demandes citoyennes qui sont en train de monter, il y a de plus en plus d'engagement, on se rend bien compte qu'il y a un effondrement de la biodiversité, qu'il y a un climat qui change, qu'il y a des crises sociales. Et donc voilà, je pense aussi que les investisseurs, les assureurs, par exemple, en fait, on a l'impression que c'est des gens qui sont complètement satellisés, qui sont très très loin de nous, alors qu'en fait, le bénéficiaire final d'un assureur, c'est l'assuré. Et donc, en fait, même si lui, il s'appelle un grand investisseur, celui qui lui fournit de l'argent à la fin de la chaîne, c'est l'assuré. Et donc, il se rend bien compte, l'assureur, que c'est ce que le patron d'AXA avait dit quand ils ont décidé de sortir du charbon, c'est qu'on ne peut pas assurer un monde à 3,5 degrés. Et typiquement, pour un assureur, il y a un vrai sujet sur le changement climatique parce qu'il y a de plus en plus d'événements, il y a de plus en plus d'ouragans, il y a de plus en plus de tornades, ce qui fait qu'eux, ils ont de plus en plus de dégâts très importants à assurer. Et donc, le coût pour eux, il est énorme en fait. Et donc, ça devient de leur responsabilité de ne pas financer un monde qui va se réchauffer à plus de 2 degrés. Donc voilà, il y a une conscience professionnelle. Après, il y a des événements internationaux qui font qu'il y a une explosion de ça. Et puis aujourd'hui, c'est en train de devenir très concret pour tout le monde, hein. Il fait chaud, on n'a plus de saison. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de devenir très concrètes. Je rejoins Mine. Il y a quand même eu un éveil collectif, mais plutôt de la part des institutionnels, en fait, hein. C'est ça qui est frappant. C'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas les investisseurs particuliers tant que ça qui l'ont demandé. Et maintenant, justement, ce dont on aurait besoin, c'est soit de réglementation pour pousser les investisseurs particuliers à investir en ISR, mais bon, c'est peut-être un peu violent, soit que il y a un éveil responsable collectif des investisseurs particuliers. Si je peux me permettre aussi de rebondir, pour moi, hein, les prémices du label ISR, ça part du PRI en 2006 avec les Nations Unies. Donc, le PRI, hein, c'est le principe de l'investissement responsable. Et en fait, après, ça a évolué après la crise. Et petit à petit, le label ISR s'est imposé sur ce point. Donc, je vous rejoins sur le principe que c'est quand même les institutionnels quand même qui ont commencé, dans un premier temps, eux, à investir sur ces points, de par aussi le changement des lois et le changement des pensées des différents pays. Mais qu'est-ce que je voulais dire Attendez, j'ai perdu ma phrase. Péri 2006, non, écoutez, ça me reviendra. Si je la récup, je vous redis. Ça marche. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer sûrement à une dernière question. Je vais répondre à la question qui a été posée sur les PRI. En fait, les PRI, c'est une organisation qui émane des Nations Unies, qui en fait a défini ce qu'on appelait des principes pour l'investissement responsable. En fait. Donc, c'est une organisation qui émane des Nations Unies, qui a été un peu pour développer l'investissement responsable dans le monde et centraliser un peu les initiatives d'investissement responsable à travers le monde. Donc aujourd'hui, c'est une organisation très importante qui réunit beaucoup d'acteurs, en fait, d'investisseurs qui sont engagés pour développer l'investissement responsable. Ok, merci. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Alexia qui pose une question dans le chat. Les néobanques spécialisées uniquement dans les ISR, telles que Greengold en 2020, sont-elles fiables pour l'épargne, le crédit? Donc, je ne sais pas si quelqu'un pourrait répondre à cette question, s'il vous plaît. Bon, ça, c'est pour Arthur, ça. Ouais, je peux rebondir un peu dessus. Non, mais écoutez, il y a quand même pas mal de nouvelles banques quand même qui se disent assez vertes. Et par exemple, Greengold en fait partie. Donc, par exemple, il y a Greengold, il y a Helios, il y a la Nef.
Donc maintenant, il y a de plus en plus en fait de nouvelles banques qui se mettent un peu sur ce principe un peu d'ISR, hein, même de l'épargne basique qui serait sur des livrets. On ne parle même pas d'investissement pur et dur ici, hein. On parle vraiment de l'épargne. Alors oui, c'est des banques qui sont jeunes, mais c'est quand même des banques qui ont derrière des gros comment dire, des gros acteurs, on va dire. C'est quand même des banques qui ne vivent pas forcément toutes seules. Maintenant, on reste sur une entreprise jeune. Je vais aussi prendre le cas de Goodvest. On est une entreprise, on a 2 ans. Donc, comme toute entreprise jeune, il y a toujours un risque. Maintenant, nous, par exemple, ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'allier avec Generali. Donc, on est partenaire avec Generali. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la personne qui va souscrire avec nous n'a pas la peur que même si on met la clé sous la porte, même si je me retrouve au chômage, elle ne perdra pas son argent. Donc, c'est ça aussi l'idée, c'est de se dire que c'est des nouvelles banques quand même qui sont accompagnées derrière, mais qui restent quand même des entreprises jeunes. Donc, il faut quand même faire attention, mais aussi, alors il y a beaucoup de mais, il faut aussi se dire que si on n'investit jamais dans ces banques, elles pourront jamais continuer. Il faut aussi passer le pas. Il faut aussi passer le pas et partant de là, pour l'instant, les néobanques, pour l'instant de ce style, il n'y en a pas forcément, j'en connais pas de tête, peut-être que vous m'arrêterez, vous me direz, hein, mais j'en connais pas forcément qui ont fait pour l'instant faillite et elles ont l'air plutôt même de montrer des beaux signes de croissance. Je prends l'exemple de Gringot qui vraiment fait du super travail. Et même Helios aussi, c'est vrai que c'est des entreprises qui se ressemblent en fait, qui se ressemblent dans leur idée, mais le problème c'est que comme je dis, si on fait jamais le pas, elles ne pourront jamais y arriver non plus. Donc il y a aussi une idée de se dire, c'est aussi à nous les particuliers de faire l'effort et d'y aller. Voilà. Donc c'est mon petit point. Ok, merci beaucoup. Si ça vous dérange pas, on va faire une toute dernière question et ensuite conclure. C'est une question qui avait été posée avant de la conférence. Selon vous, quels sont les métiers les plus prometteurs ou alors les différents métiers dans le secteur de l'investissement durable? Donc ça, c'est une question pour les étudiants de l'ESCA qui pourraient peut-être pouvoir se projeter pour plus tard. Peut-être Alix, tu veux répondre? Moi, je suis peut-être pas très objective, mais c'est vrai que le métier d'analyste ESG, c'est un métier qui est de plus en plus demandé, moi, j'ai commencé il y a pas longtemps et je suis pas mal sollicitée déjà par d'autres sociétés, donc c'est quand même un métier qui est en forte croissance, qui a beaucoup d'avenir, qui est assez intéressant aussi, assez polyvalent. Donc, je vous recommande analyste ESG. Et non, en plus, ce qui est sympa quand on a ce poste, entre guillemets, c'est qu'on est au cœur de l'actualité. Donc, si vous avez une curiosité intellectuelle et si c'est des sujets déjà sur lesquels vous êtes sensible, allez-y. C'est assez, enfin, comme je disais, ça bombe pas mal. Il y a beaucoup d'offres qui sortent en ce moment où je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver. Donc voilà. Ouais, peut-être de manière concrète, hein, mais ça fait 8 ans que je travaille au FIR et j'ai commencé en 2011 dans le domaine, donc je suis presque un ancien maintenant, mais ce que j'ai vraiment observé, c'est que en 2010, c'était encore un peu les prémices, même si c'était déjà bien développé, mais en fait, depuis, c'est devenu quelque chose qui s'est, dans un très mauvais français, mainstreamisé. Mais en gros, en fait, aujourd'hui, vous avez plus de. Si vous voulez travailler dans l'asset management ou dans la finance ou quoi que ce soit, vous n'avez plus aucune strate de la finance aujourd'hui qui ne prendra pas en compte des critères extra-financiers, la durabilité, le changement climatique, la biodiversité. Donc, aujourd'hui, ça va presque être un prérequis pour travailler dans la finance, d'être formé sur ces enjeux-là. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cours sur le sujet, il y a de plus en plus de formations, il y a de plus en plus de masters dédiés, il y a de plus en plus de formations entières qui sont dédiées. C'est des postes qui sont très prisés, il y a beaucoup de recrutement. Nous, au FIR, on a une plateforme où on recense les offres d'emploi, de stages, de CDI, etc. Ça, c'est vraiment, enfin, voilà, là, on parle juste d'emploi.
il y a de l'emploi, il y aura de l'emploi pour des années à venir parce qu'il y a de la régulation, parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a de l'offre. Donc, c'est vraiment un domaine où il va y avoir du boulot, que ce soit analyste, que ce soit gérant ISR, que ce soit consultant, que ce soit juriste. Enfin, voilà, là, tous les sujets sont en train d'intégrer en fait ces composantes-là. Et ça va être de plus en plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas fait d'extra financier, en fait, qui n'a pas fait de la finance responsable, de rentrer dans une boîte d'investissement aujourd'hui, parce que bah, voilà, en fait, elles vont toutes être obligées d'en faire. Donc c'est vraiment un secteur d'avenir, il y a du boulot. Ça permet aussi, oui, effectivement, d'être dans l'actualité, de pouvoir travailler un peu selon ses convictions, à condition que la finance avance dans le bon sens, la finance responsable avance dans le bon sens et qu'on prenne les bonnes directions. Mais non, pour moi, c'est un secteur d'avenir, il y a du boulot. Voilà, aucun doute là-dessus. Enfin, j'ai vraiment zéro doute là-dessus. Juste pour rebondir sur ce que disait Mine, moi, pour mon expérience personnelle, j'ai trouvé mon stage et mon premier emploi via la plateforme du FIR et les offres d'emploi qui étaient proposées sur cette plateforme. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer jeter un coup d'œil. J'en Ok, profite. super. Je pardon. rebondis un petit poil. Je vais vite. Oui, pas de souci. Non, mais je suis assez d'accord et du coup, c'est un peu ma petite sonnette d'investisseur qui parle parce que plus il y a de demande dans un secteur, plus on peut se dire que du coup, il y a plus de flux qui vont vers ces secteurs. Et par conséquent, on revient sur la question de tout à l'heure avec la rentabilité de l'investissement ISR. Ben, moi, quand j'entends Alix qui me dit elle reçoit plein de demandes en tant qu'analyste ISR de partout, c'est bien qu'il y a vraiment une tendance quand même qui se dessine sur ces secteurs et par conséquent une possibilité de rendement et de performance aussi. Voilà, c'était juste un petit point argent. Si. Du coup, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions de ce sujet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Ça s'est très bien passé. On est content de vous avoir eu. Il faut savoir qu'à partir du semestre prochain, on va organiser un cycle de conférences autour de la finance durable plus généralement. Donc voilà, vous aurez l'occasion d'encore entendre parler de nous et de tout ce qui est autour de ce secteur. Et avec de nouveaux intervenants, ou même peut-être même, on ne sait pas encore. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée et merci à tous d'avoir été présents. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. C'est top. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Merci bien. Merci. Au revoir. Merci.